Aujourd'hui, nous allons parler des Arméniens en Syrie. C'est-à-dire, nous n'allons pas parler des Arméniens de Syrie. Alors, je fais la petite nuance, parce que les Arméniens de Syrie, ils peuvent être ailleurs, alors que les Arméniens en Syrie, ce sont les Arméniens qui sont restés sur place. Donc, pour pouvoir démarrer donc, notre conférence, je vais vous demander de vous lever et qu'on fasse 1 minute de silence en la mémoire de nos martyrs. Merci. Alors, je voulais tout d'abord vous remercier de nous avoir rejoints, donc peut-être en petit nombre, mais peut-être que d'autres personnes nous rejoindront en cours. C'est pas grave. J'ai des choses importantes à vous expliquer, des choses réelles, des réalités de ce qui se passe au sein de nos communautés et de ce qui se passe dans le monde arménien. Bien entendu, il y a des gens qui ne veulent pas les écouter, ces choses-là, puisqu'ils vivent dans un monde virtuel, complètement en dehors des réalités. Mais par contre, moi, je vais partager avec vous certaines choses. Tout d'abord, je vous rappelle, j'ai retrouvé une photo d'Antranik. Alors, je l'ai retrouvée en Syrie, cette photo. Donc, je voulais vous la présenter parce qu'elle est un petit peu extraordinaire. En fait, c'est la photo de mariage d'Antranik. Et on retrouve Boros Noubar Pacha. Et on retrouve en fait beaucoup de personnalités qui ont influente sur la question arménienne et sur la question de l'Arménie occidentale. Donc, bien entendu, cette photo fait partie aujourd'hui de nos archives. En fait, la question de l'Arménie occidentale, c'est une question très vivante en Syrie. Vous allez comprendre pourquoi. D'ailleurs, elle est beaucoup plus vivante en Syrie qu'elle peut l'être en Europe. Contrairement à ce qu'on aurait pu croire, parce que en Europe, on a la liberté de parler de l'Arménie occidentale. On est libre d'en parler. Alors qu'en Syrie, il y a des restrictions qui font que c'est moins facile. Eh bien, c'est le contraire qui se produit. En Europe, on en parle pratiquement plus, et les Arméniens ne savent même plus d'où ils viennent, puisque la plupart ils disent qu'ils viennent d'Arménie orientale. Donc ils ne savent plus d'où ils viennent. Et on oublie carrément notre histoire, puisque nous-mêmes, nous sommes les propres négationnistes et falsificateurs de l'histoire arménienne. Donc on n'a pas besoin des Turcs pour ça. Alors, qu'est-ce qu'on voit en Syrie? D'abord, quand on parle de l'Arménie occidentale, au niveau de l'Empire ottoman, on parle de 7 provinces. Donc c'est 7 provinces, jusqu'à la province d'Alep, qui se trouve ici. On parle de l'Arménie occidentale, donc on parle de quelques espaces territoriaux qui se trouvent aujourd'hui en Syrie, mais qui à l'époque n'avaient pas de frontières. Parce que je vous rappelle, et ça personne n'en tient compte dans les exposés, c'est que dans l'Empire ottoman, où se trouvait l'Arménie, l'Arménie, avant elle s'appelait l'Arménie occidentale en réalité, parce que ce qu'on parle de l'Arménie, c'était pas l'Arménie, ça n'existe même pas dans nos cartes. Dans les cartes de l'Arménie soviétique, russe n'existe pas, pratiquement. C'est l'Arménie occidentale qui est considérée comme l'Arménie. Et on s'aperçoit d'une chose, c'est qu'il n'y a pas de frontière là.
entre l'Arménie occidentale et la Syrie. Alors c'est important parce que vous allez comprendre certains phénomènes. D'abord, la question de la Syrie. La question de la Syrie, c'est une question qui a été étudiée par deux diplomates, M. Sikes en anglais et M. Picot en français. L'objectif, c'est de s'accorder, donc il y a les accords Sikes-Picot, de s'accorder sur le démantèlement de l'Empire ottoman et dans ce cadre du démantèlement, de partager à la France, à l'Angleterre, des mandats des protectorats. Et en l'occurrence, en 1916, c'est-à-dire un an après la reconnaissance par la France du crime contre l'humanité en direction des Arméniens en Arménie, je ne parle pas de 2001 là, je parle de 1915, les accords Sikes-Picot démantelaient l'Empire ottoman dans l'objectif de constituer un foyer national juif. Eh oui. Déjà à l'époque, donc, il y avait ce projet de démanteler l'Empire ottoman et dans l'objectif de constituer un foyer national juif. Et il se trouve que la France avait pour protectorat ici une partie de l'Arménie occidentale et la Cilicie, jusqu'à ce qu'on appelle aujourd'hui le Liban, et que l'Angleterre avait pour protectorat l'Irak, la Syrie et la Palestine. Il faut savoir que dans la Syrie constituée, ensuite dans les accords Sikes-Picot, la Palestine et le Liban se trouvaient en Syrie. Donc en 1916, dans l'imagination, sur les plans, la Palestine et le Liban se trouvaient en Syrie. Alors, la Syrie est bornée au nord par les montagnes de l'Asie mineure que l'on appelle le Taurus arménien s'appelait avant. C'est-à-dire jusque dans les années 80, on parlait du Taurus arménien, mais les Turcs ont voulu enlever le mot arménien. Donc au niveau des cartes géographiques, tout ce qui venait après, il n'y avait plus le mot arménien. Et par ses ramifications, la Manus, le Kurda, à l'est par le désert de Syrie, on en parlera, et au sud par le désert qui sépare l'Asie de l'Afrique, et à l'ouest par la Méditerranée. Les limites qui viennent d'être indiquées donnent à la Syrie une figuration particulière. On vient juste de commencer, ne vous inquiétez pas. C'est un pays qui a une forme triangulaire. Ses côtés dépassent 1000 km, la France est un peu moins longue. Sa superficie, c'est-à-dire son étendue, est à peu près de 165 000 km², c'est-à-dire 4 fois moins grande que la France. Alors, je parlais des accords Sikes-Picot, donc je ne vais pas vous faire lire ça, puisque ça, ce sont des choses que je vais vous expliquer, mais sachez que, donc, il y a eu un partage à l'époque, une volonté de partager, de démanteler l'Empire ottoman, et sous l'égide de mandats, que ce soit des mandats anglais, français ou d'autres personnes. Alors, on passe automatiquement sur la situation. Ici, je rappelle que la France, la Grande-Bretagne et la Russie avaient déjà reconnu, et d'ailleurs Maître Kikorian l'utilise bien maintenant ce document, et d'ailleurs d'autres aussi juristes l'utilisent aujourd'hui, et même nos amis du CCAF sont bien contents de l'utiliser puisqu'ils ne l'avaient pas avant que je le diffuse à travers la communauté. Donc, ici, on voit bien que, premièrement, les trois pays reconnaissent une situation géographique qui s'appelle l'Arménie. Est-ce que je me suis trompé ou pas? Eh bien, je me suis trompé. Parce que là, on parle par la Turquie en Arménie. C'est-à-dire que si on reconnaît que la Turquie était déjà constituée,
eh bien, on reconnaît aussi que l'Arménie elle-même est constituée. Et là, on dénonce, c'est important ce document, c'est pour ça que je le montre souvent, on dénonce donc l'extermination des populations arméniennes. Et dans ce document, on précise comme quoi que ce sont des crimes contre l'humanité et la civilisation. Marqué ici. Alors, il faut savoir que le 30 octobre 1918, c'est en fait la fin de la guerre, l'armistice de Mudros. Alors si vous regardez bien, le 30 octobre 1918, c'est après le 28 mai 1918. Alors c'est bizarre. Il y a quelque chose, il y a un point qu'il faut soulever là. Ça veut dire que la République arménienne d'Arménie russe s'est constituée pendant la guerre. C'est important ça. Parce que qu'est-ce qui se passait pendant la guerre? Il se passait que Boros Doubak-Pacha était en train de négocier avec les États occidentaux pour justement mettre en place une Arménie unifiée, intégrale. Et en même temps, donc, nos camarades de l'Arménie russe, donc au moment où il y a une négociation qui est en train de se faire, nos camarades de l'Arménie russe, déclarent une indépendance le 28 mai 1918. Ce qui provoque quand même un mécontentement au niveau de nos alliés occidentaux, sachez-le, parce que personne n'en parle de ça. Et une semaine après, c'est-à-dire le 6 juin 1918, nos camarades de l'Arménie russe vont s'asseoir avec les Turcs, signer le traité de Batum. Pendant la guerre, parce que l'armistice, elle a eu lieu que le 30 octobre 1918. Et là, c'est important. Ce sont des petits détails qui n'apparaissent pas souvent dans les livres d'histoire, mais qui sont importants et qui font qu'on perd en crédibilité aussi vis-à-vis de nos partenaires occidentaux. N'empêche que le 24 avril 1920, la conférence de San Remo décide de ce qu'on appelle le traité de Sèvres. Et qu'est-ce qui fait le traité de Sèvres en fait? Quelle est son utilité là? Eh bien, au sein du traité de Sèvres, on valide, on reconnaît ce qu'on appelle de jure, on reconnaît l'existence d'une Syrie de l'État syrien. Alors, peut-être que vous ne le saviez pas, mais l'État syrien a été reconnu par l'Occident, tel qu'il est aujourd'hui, dans le cadre du traité de Sèvres. Et alors, ça veut dire que tous les gens, ou tous ceux qui parlent du traité de Lausanne, ou tous ceux qui disent que le traité de Sèvres est caduc, ce sont des gens qui se trompent alors. Puisque la Syrie d'aujourd'hui, celle dont on va parler, c'est la Syrie du traité de Sèvres. C'est le traité de Sèvres qui reconnaît à la Syrie son entité juridique. Donc on vous ment encore. On vous ment quand on vous dit que le traité de Sèvres est caduc. On vous ment quand on dit que c'est l'Arménie russe, c'est-à-dire soviétique, d'aujourd'hui, qui va traiter par des protocoles avec la Turquie pour soi-disant redéfinir les frontières. On vous ment, puisque ils n'ont aucun droit, l'Arménie russe, soviétique d'aujourd'hui, ce qu'on appelle la République arménienne, n'a pas le droit de vous voler vos droits et de signer à votre place des protocoles avec la Turquie pour reconnaître les frontières actuelles de la Turquie, soi-disant, entre guillemets, qui, en vérité, ne sont pas les vraies frontières. Je vous dis, je vous le répète, la Syrie d'aujourd'hui est constituée sur le traité de Sèvres. Comme d'ailleurs l'Irak. J'ai oublié de vous en parler. L'Irak aussi. Mais les frontières de la Syrie, la frontière dont on va parler maintenant, elle a été reconnue, elle, en 1936.
C'est-à-dire, regardez, nous, les frontières de l'Arménie occidentale, elles ont été mandatées par le président Wilson le 22 novembre 1920. Les frontières de la Syrie, elles ont été décidées par les États et reconnues par les États en 1936. Alors vous voyez, ça c'est l'Arménie occidentale. Vous voyez cette ligne de chemin de fer là? C'est entre Gameshlu, Ras Al Ain, vers Alep. Cette ligne de chemin de fer, en fait, elle a été construite par les Français. Et c'est cette ligne de chemin de fer qui va influencer la frontière entre ce que certains appellent la Turquie et la Syrie. Mais ça va influencer encore autre chose, cette ligne de chemin de fer. Parce que donc ici, je précise que la Syrie a été reconnue comme État indépendant de Yulé par le traité de Sèvres. Le mandataire, c'est la France. En fait, il y a eu un problème entre la France et l'Angleterre pour statuer sur le mandat sur la Palestine. C'est l'Angleterre qui a récupéré le mandat sur la Palestine pour mettre en place le foyer national juif. Alors, vous connaissez tous cette carte. Ça, c'est l'original. L'original date de 1919. On voit très bien que le génocide des Arméniens, pas le génocide arménien, que je ne reconnais pas d'ailleurs, le génocide des Arméniens a bien eu lieu en Arménie occidentale. Personne ne peut dire quoi que ce soit sur ce que je dis. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que les Arméniens du Sassoun, les Arméniens de Diklanagert, de Diyarbakir aujourd'hui, les Arméniens de Mouche et les Arméniens d'Ulfa sont tous comme ça, par convoi, et puis d'ailleurs, sont tous par convoi déplacés sur le désert de Deir ez-Zor en Syrie. Il se trouve que certains Arméniens ont pu se sauver. Il se trouve que certains Arméniens ont pu survivre. Eh ouais, c'est dur, hein. Les Arméniens sont durs. Il ne faut pas tous les tuer. Ils ont pu survivre, et ce sont les Arméniens qui ont survécu, qui ont constitué sur cette ligne de chemin de fer, dont je vais parler tout à l'heure, des villes et des villages. Eh bien, c'est dans ces villes et ces villages que j'ai été. Et c'est, tout à l'heure, ce sont des Arméniens de là-bas qui vont parler. Ces Arméniens sont partis jusque Deir ez-Zor, et tout à l'heure j'ai montré des photos que je remontrerai. Il existait des familles arméniennes aussi à Deir ez-Zor. Donc, on a affaire à qui? On a affaire à des gens qui viennent d'Arménie occidentale, qui se sont déplacés par force dans les déserts de Syrie. Mais il n'y avait pas de frontières à l'époque. Il n'y avait pas de... La Syrie était un projet, c'était le projet des accords Sykes-Picot. Mais la Syrie n'était pas indépendante, n'existait pas. Donc, pour les Arméniens, de passer de Mardin à Gameshlu ou à Amouda, qui sont des villages actuellement constitués d'Arméniens, eh bien, ils sont déracinés parce qu'ils partent d'un village, ils marchent 20-30 km, ils se retrouvent au début du désert. Certains peuvent s'enfuir, certains peuvent être récupérés par les Kurdes,
d'autres par les Arabes sur place. Ils reconstituent des familles, et au niveau de la 3e génération, on se retrouve aujourd'hui avec des villages qui sont constitués de beaucoup d'Arméniens, des Arméniens Usavolchagan, chrétiens, mais constitués par des Arméniens arabisés, dans les familles arabes, et constitués par des Arméniens kurdisés, dans les familles kurdes. Donc, ici, nos populations arméniennes sont diverses. Mais ce sont tous des Arméniens du Sassoun, de Dikranaguer, d'Urfa, de Mouche. Ce sont des Arméniens d'Arménie occidentale. À Ras Al-Ain, c'est un village qui se trouve donc pratiquement sur la voie du chemin de fer. Eh bien, les Arméniens, 70 000 Arméniens ont été concentrés sur Ras Al-Ain et ont été égorgés. C'est-à-dire qu'à l'époque, il n'y avait pas d'armement, il n'y avait pas de Kalachnikov, tout ça. C'était à la main qu'on faisait les choses. Il n'y avait pas toujours assez de balles non plus. À Deir Zor, est-ce que vous savez combien d'Arméniens ont été martyrisés, égorgés? Parce que personne n'en parle. 200 000. 200 000 Arméniens à Deir Zor. Ils ne sont pas morts dans le désert, hein, ces 200 000-là. Ils ont été coupés à la main. Travail artisanal. Alors, je vais pas trop m'étendre. Mais de l'autre côté, à l'ouest, eh bien, on a aussi la Cilicie. Et il se trouve qu'aujourd'hui, une partie de la Cilicie se trouve dans les frontières de la Syrie. Et quand on parle de Kessap, on parle de la Cilicie. On parle de l'extrême sud de la Cilicie. Et à Kessap vivent pour la plupart des Arméniens de Cilicie. Aujourd'hui encore. Il y a un point qu'il faut aussi tenir compte par rapport à aujourd'hui. Donc je vous ai présenté le contexte arménien, je vous ai présenté le contexte kurde et arabe. Il n'y a pas que les Arméniens, les Kurdes et les Arabes, il y a les Assyro-Chaldéens, il y a les Syriens et les Alaouites. Donc en fait des composantes des peuples, on a des peuples et il y a aussi les sunnites arabes qui sont aussi une composante. Et tous ces gens-là forment ce qu'on appelle aujourd'hui, entre guillemets, le peuple syrien. Mais en fait, le peuple syrien est une composition de tous ces anciens peuples. On est là, on vit avec, tous les jours, avec des peuples qui ont minimum 3, 4, 5 000 ans d'histoire. C'est quelque chose de phénoménal. Actuellement, l'histoire des peuples de Syrie, c'est quelque chose de phénoménal. Donc il y a un autre événement qui est venu se rajouter, c'est tous ces éléments, ce qu'on appelle les oléoducs, les gazoducs, c'est-à-dire toutes ces choses-là qui passent à travers nos territoires et qui font l'objet de convoitises de territoires par rapport à des pays, des Émirats arabes, l'Arabie saoudite, le Qatar, l'Europe, les États-Unis, la Russie, tous ces pays-là, tous ces grands États ont l'œil sur nos territoires. Encore aujourd'hui, on parle de la fête du génocide bientôt, là, c'est en 2015. C'est la fête, non? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont faire ce qu'on appelle un centenaire, hein, d'un anniversaire. Mais sachez-le quand même que ça fait un siècle que les États ont l'œil sur nos territoires. Là, personne n'en parle, mais il y a plus de 1000 kilomètres
d'oléoduc qui traverse l'Arménie occidentale, officiellement. On vous doit de l'argent tous les jours, là. Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, le traité de Sèvres est un traité en cours. Il existe aujourd'hui. Même si on vous fait croire, parce qu'on vous a mis sur la reconnaissance du génocide, et ça va durer 200 ou 300 ans, là, c'est-à-dire que vous ferez le centenaire, le deuxième centenaire, le troisième centenaire. Et même si on vous fait croire que vous n'avez plus de droit parce que vous êtes françaisisé, ou alors vous n'êtes plus rien, à la limite, souvent on en parle que même les communautés comme homosexuels ont plus de droits que les Arméniens en France, eh bien on vous berne, on vous ment. C'est-à-dire qu'on essaye de tout faire pour vous laver le cerveau, pour que vous compreniez que vous n'avez plus aucun droit. Mais c'est faux. Je vous le dis, je vous le répète, et je vous le dirai tout le temps, et je ne changerai pas mon discours. Ce pays vous appartient. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a la guerre aujourd'hui. Et la question arménienne, vous voyez bien que le facteur arménien, il n'est pas tellement développé dans le contexte de la Syrie. Mais pourtant, je vous ai expliqué que c'est un des facteurs aussi primordiaux parce qu'il est caché. Le facteur arménien est caché sur la question syrienne. Et on va en parler aussi tout à l'heure. Ce territoire vous appartient. Et si jusqu'à aujourd'hui, on essaie de vous faire croire qu'il y a des protocoles, tout ça, pour faire valider les frontières, c'est uniquement pour vous mentir, pour vous empêcher, vous, de revendiquer quoi que ce soit. Après, vous revendiquez ou pas, c'est un autre problème, mais autant que vous sachiez la réalité des choses. Et il y a aussi les oléoducs et les gazoducs de Syrie. Il faut savoir qu'actuellement, même sur la Palestine, vous avez une quantité phénoménale de gaz, de réserves de gaz qui ont été trouvées. En Irak, vous avez une quantité phénoménale de pétrole et de gaz. Dans le désert, il y a des nappes de pétrole. Le pétrole coule, actuellement. Durant mon parcours, je vais aussi en Irak, visiter nos communautés sur place. Un jour, ça fera l'objet d'une conférence. On a beaucoup d'Arméniens, puisqu'en fait, les Arméniens qui sont partis de nos régions d'Arménie occidentale pour aller en Syrie, ils ont été aussi en Irak. Zahro, Avzurik, tous ces petits villages ou ces grandes villes, où aujourd'hui, vous avez des très grandes communautés arméniennes, des églises, etc. Donc, on est bien directement lié aux survivants du génocide. Alors, ça, je ne vais pas vous demander, on ne va pas le lire, mais simplement, c'était mon intervention au mois de juillet. Au mois de juillet, je regarde l'heure, j'ai un petit quart d'heure encore. Donc, au mois de juillet, je suis intervenu dans le cadre de l'ONU, au mécanisme d'experts, pour dénoncer ce qui se passe. C'est-à-dire que, qu'est-ce que j'ai dit? Plus de 2000 km d'oléoducs et de gazoducs traversent sans notre consentement nos territoires. Je suis à l'ONU, hein. Je suis devant les États. Et je dis à l'ONU devant les États que 2000 km d'oléoducs et de gazoducs traversent sans notre consentement, je parle de l'Arménie occidentale, nos territoires, terres, et détruisent nos ressources en engloutissant des milliers d'hectares de forêts, de sites archéologiques, et remettent en cause l'équilibre écologique de notre espace existentiel. Je suis à l'ONU, et je parle comme ça. C'est-à-dire que je défends les droits de mon peuple. Régulièrement, des feux et des explosions mettent en danger la santé des populations autochtones, le tout dans un contexte de guerre avec la Syrie, qui a une frontière avec la Turquie. À cela s'ajoutent les réfugiés qui bravent tous les dangers, au détriment de leur existence, des femmes, des enfants et des vieillards, tous autochtones par centaines de milliers s'enfuient de la Syrie, parfois pour mourir ailleurs. La Turquie abriterait plus de 35 500 réfugiés de Syrie depuis mars 2011. La Jordanie a accueilli environ 140 000 réfugiés en 16 mois. Près de 40 000 réfugiés seraient présents dans tout le Liban. Les politiques des industries extractives. Donc, vous voyez comment j'oriente en fait mon discours.
et de croissance à l'infini, parce que dans la croissance, on peut croître à l'infini. Des États nous mènent vers la guerre, une guerre qui peut s'étendre à toute l'Asie mineure. On est au mois de juillet. La raison de ce conflit provient du non-respect des traités, des engagements des États et des compagnies qui aujourd'hui sont encore partie prenante. C'est d'actualité. Les nations autochtones, en particulier arméniennes, arabes, assyriennes et kurdes, sont directement concernées et rien ne pourra se faire sans leur consentement préalable, libre et en connaissance de cause. Ça veut dire que même aujourd'hui, les accords de Marrakech, actuellement, où les États sont réunis, en Maroc, se font sans notre consentement préalable, libre et en connaissance de cause, c'est-à-dire en dehors du droit international. La stratégie du dialogue et de l'application du droit international ne peut faire l'objet d'aucune restriction. Les traités, et en particulier le traité de Sèvres et la sentence arbitrale du président Woodrow Wilson, doivent faire l'objet d'une application immédiate par un processus de décolonisation. Je suis dans le cadre de l'ONU, là. J'en appelle aux instances onusiennes et aux États de poursuivre le déploiement de tous les efforts pour faire face à cette crise internationale en s'appuyant sur le droit qui est force de paix parce que déjà force de compromis. C'est-à-dire qu'il y a eu, pour faire les textes de droit international, il y a eu un travail, il y a eu des compromis, il y a eu, dans toutes les parties, il y a eu des concessions. Donc, automatiquement, le droit international, et vous verrez par la suite pourquoi c'est important, a une influence sur notre actualité aujourd'hui. D'intelligence et de sagesse dans le but stratégique, principalement de réparer et non de détruire. La destruction n'est qu'une fuite en avant qui mène au chaos. C'est ce qui se passe actuellement. C'est-à-dire que les États occidentaux mènent une fuite en avant, puisqu'ils se sont trompés au départ, et pour pouvoir, ils se sont trompés même dans leur choix, ils se sont trompés même au niveau du droit international, et pour pouvoir valider, faire valoir leur erreur, en tout cas la transformer, ils mènent une guerre qui est une fuite en avant, et vous verrez que cette fuite en avant va nous emmener au chaos, et vous allez comprendre pourquoi. Alors, actuellement, les zones de combat en Syrie. Alors, les zones de combat en Syrie, eh bien, on s'aperçoit qu'en dehors, ici, du centre même de la Syrie, qui est relativement désertique, les zones de combat suivent toute la frontière. Cette partie-là est constituée d'Alaouites et d'Arméniens. Cette partie-là est constituée de Kurdes, en majeure partie, je parle, de Kurdes et d'Arabes sunnites. Cette partie-là, avec des villages où il y a des Arméniens. Cette partie-là est constituée principalement de Kurdes, d'Arabes sunnites et d'Arméniens. C'est-à-dire qu'en fait, Alep est un centre arménien très très important. Il y a 3 quartiers arméniens. Il y a près de 80 000 Arméniens qui sont concentrés rien que sur Alep. Damas et Homs, vous avez les quartiers arméniens. Au total, les Arméniens, si je dois compter ceux qui sont restés, mais est-ce qu'on doit compter ceux qui sont restés ou est-ce qu'on doit compter tous les Arméniens qui sont de Syrie et qui ont aujourd'hui leur carte nationalité syrienne? Eh bien, si on doit compter tous les Arméniens qui sont de Syrie et qui ont leur carte nationalité syrienne, d'ailleurs on retrouve pratiquement les chiffres dans les églises, au baptême, on peut monter jusqu'à 300 000 Arméniens. Dont on ne parle pas, puisque la propagande, et la propagande franco-arménienne, c'est-à-dire celle que vous lisez tous les jours, prétendrait qu'il n'y a que 60 000 Arméniens. Ça aussi, c'est fait exprès. Là, on vous ment, là. On vous ment directement. Vous vous rendez compte? En France, on prétend que dans toute la Syrie, il n'y a que 60 000 Arméniens. Et bien entendu, les chiffres ont changé quand j'ai dénoncé ça. J'ai dénoncé ça au mois d'août à Yerevan. Les chiffres ont tout de suite été modifiés. On est passé de 60 000 à 20 000 Arméniens. C'est-à-dire en pleine guerre
en pleine guerre, au moment où soi-disant tout le monde s'en va, on passe de 60 000 à 80 000, plus 20. Je savais que les Arméniens étaient prolifiques, mais à ce point, je suis étonné. Bref, on vous ment sans arrêt. Et je suis là pour... Et ça ne m'étonne pas qu'on soit un petit nombre, parce que je suis là pour combattre le mensonge. Parce que le mensonge n'arrange pas les droits des Arméniens. Les droits des Arméniens, d'Arménie occidentale, qui vivent en Syrie, ont besoin de la vérité pour être défendus aujourd'hui. Les Arméniens, les Alaouites sont 10% de la population syrienne. Dans les Alaouites, qui sont orientés vers le chiisme musulman, dans les Alaouites, il y a aussi des mélanges, des brassages de population arméno-arabe. C'est important d'en parler. Les Kurdes, plus de 10% de la population en Syrie. Personne pratiquement n'en parle. Pratiquement. Déjà, Bachar el-Assad leur a confié une autonomie presque complète sur le nord de la Syrie. Les Assyriens, personne n'en parle. Une forte communauté, des gens vigoureux, les Assyro-Chaldéens, une ancienne civilisation. D'ailleurs, la première sur ce territoire, personne n'en parle. Les chrétiens, en dehors des Arméniens, qui sont aussi très nombreux. Personne n'en parle, très peu. On devient tous négligeables. Face à quoi? Face à un phénomène djihadiste. Un phénomène djihadiste, c'est-à-dire en vérité un phénomène extérieur à la Syrie, qui vient ici mettre en place un conflit, et un conflit dont les propres populations sur place, ne participent pratiquement pas pour le moment, contrairement à ce que la propagande elle dit. La plupart des populations sur place ne participent pas au conflit. Mais combien de temps ces populations vont-elles encore tenir? Alors, ça fera l'objet de votre questionnement. Donc, on retrouve ici les mêmes zones de conflit sur une autre carte. Donc, Alep. Parlons 2 minutes d'Alep. Donc, ici, en fait, vous avez des quartiers. Ici, vous avez le quartier arménien qui est les quartiers arméniens qui sont pratiquement au centre d'Alep. Ici, vous avez l'aéroport. Donc, évidemment, pour aller du quartier arménien à l'aéroport, on prend beaucoup de risques. Ici, là, vous avez les quartiers kurdes. À Alep, vous savez, il y a combien d'habitants? 1,8 million. Sur 1,8 million, vous savez, il y a combien de Kurdes? 600 000. Personne n'en parle. 80 000 Arméniens, 600 000 Kurdes. Si je fais le compte, rien qu'entre les Arméniens et les Kurdes, on se place en très grand nombre. Les quartiers qui sont, eux, en guerre, ce sont les quartiers que vous voyez là, qui sont quand même à proximité des quartiers arméniens. Et qu'est-ce qui se passe exactement? Il se passe que les avions bombardent les quartiers. Et que si les djihadistes ou alors les rebelles rentrent dans nos quartiers, on risque d'être bombardé par l'aviation syrienne. Donc, le problème, il est simple. Empêcher soit les djihadistes, soit les rebelles de pénétrer dans les quartiers arméniens pour éviter d'être bombardés par l'aviation syrienne. Mais qui s'occupe de tout ça?
J'ai dit empêcher, il faut faire ça, il faut faire ça. Mais qui fait? Qui fait ça? Qui s'occupe de tout ça? Qui s'occupe d'organiser les gens? C'est une question qu'on doit se poser. Les quartiers, ici, aujourd'hui, et j'ai préparé justement une analyse que je vous lirai tout à l'heure, les quartiers, il n'y a plus d'approvisionnement d'eau, il n'y a pratiquement plus d'électricité, il n'y a plus de gaz, il n'y a plus de gasoil. Les quartiers arméniens, je parle. Les gens se nourrissent beaucoup de pain, on ne peut plus faire le pain. On va devant une famine généralisée. Je vous en parle et je vous dirai les conséquences de cette famine, en tout cas de ce problème d'ordre humanitaire. Voilà. Avant de passer à un discours que je voudrais vous faire, on va tout de suite appeler la Syrie pour avoir un témoignage direct. Dans tous les cas, alors micro tuning, micro tuning. Alors, on va avoir deux témoignages. Et si on ne peut pas les avoir par Internet, parce que les liaisons Internet sont difficiles, on les aura par téléphone. Et si on ne les a pas tout de suite, je ferai un petit discours. Et ensuite, de toute façon, on aura un témoignage direct.